Laurence, vous êtes présidente du mouvement conservateur. Vous avez été membre du bureau politique et de la commission nationale d'investiture des Républicains à une époque pas si lointaine, où le mouvement conservateur s'appelait d'ailleurs encore Sens commun. Vous avez été la première des Républicains, à l'automne dernier, à rejoindre Éric Zemmour. Vous avez été son porte-parole et vous êtes membre du comité politique de Reconquête. Comme Céline, c'est quelque part la défense des valeurs de la famille qui vous a poussé à vous engager dès 2014 comme conseillère municipale d'opposition à Guyancourt, et puis ensuite comme conseillère départementale des Yvelines en 2015. Et vous partez à la reconquête de la première circonscription des Yvelines qui, outre Versailles, recouvre Montigny et Guyancourt. Voilà. Merci Bruno. C'est donc à vous que je m'adresse ce soir, chers amis de Versailles, de Guyancourt et de Montigny. Alors c'est une joie d'accueillir Marion. C'est une joie d'accueillir Marion à Versailles et je vous remercie du soutien sur la candidature de Céline et puis aussi à tous nos candidats qui sont là devant, nos 12 candidats des Yvelines. Nous voulons les remercier chaleureusement. Et effectivement, la reconquête passe par Versailles, ville où vous avez choisi d'accorder votre confiance à Éric Zemmour en lui donnant 18% des voix au premier tour. Et donc cette reconquête, elle est possible grâce à vous, grâce à chacun de vous. Elle est possible aussi, elle a été rendue possible par ceux qui ont créé les conditions mêmes de cette reconquête localement. Je parle bien sûr d'Olivier, je parle de Laurence Mogeste qui n'est pas là ce soir. Je pense aussi à tous les GZ qui sont repartis pour cette campagne législative et que je veux saluer particulièrement. Alors je crois qu'on peut tous dire que Éric Zemmour a eu de l'audace. C'est un mot qui le caractérise. Il a eu de l'audace parce que, comme le soulignait Céline, il a les yeux ouverts sur la réalité. Il a, sans tabou, sans peur de froisser le politiquement correct, libéré une parole, et je dirais même libérer notre parole, à nous qui peut-être étions engagés plus ou moins, engagés moins ou plus, mais qui avions sur les épaules le regard de ceux qui pouvaient nous juger dès lors que les mots que nous prononcions dérangeaient, stigmatisaient, froissaient. Et je pense que quand le progressisme recherche le changement pour le changement, Éric Zemmour a eu cette audace en fait de voir et de dire la réalité. Nous avons aussi le droit de conserver, et en premier lieu de conserver notre identité française. Pour cela, de mettre fin à une immigration massive, parce qu'en important d'autres manières de vivre, eh bien, elle veut nous imposer une culture qui n'est pas la nôtre et qui veut remplacer notre culture. Alors, au soir du premier tour, vous l'avez vu, beaucoup ont enterré les thématiques de l'identité et de l'islamisation, alors qu'ils sont cruciaux. Ils sont cruciaux, même si cette réalité peut sembler peut-être un peu loin de notre vie versaillaise de tous les jours. Et pourtant, chers amis, à 7 km d'ici, tout petit kilomètre d'ici, la mairie de Guyancourt et la préfecture des Yvelines ont autorisé la construction d'un complexe islamique de 7500 mètres carrés. Proche des habitations de la résidence des Garantes, de la Marjarie, de la Minière. Et ce projet se présente, et là je le cite, comme un espace de prière, d'instruction, d'études, grâce à une école coranique, de divertissement et d'accueil. Alors le maire de Guyancourt, récemment réélu, n'avait pourtant pas inscrit dans son projet de 2020 l'idée de voir ce complexe se déployer rapidement. Son adjoint en charge de la démocratie participative
n'a pas davantage consulté la partie de la population. S'est tenue une réunion le 10 mai dernier, qui était en fait une réunion d'information qui mettait devant le fait accompli les habitants, devant le fait accompli d'un dossier qui était déjà en fait complètement ficelé. Alors si je reconnais la légitimité des lieux de culte, je m'oppose très fermement à la création de ce centre qui est à la fois cultuel et culturel, parce qu'il détourne les musulmans de la vie en commun. Il génère communautarisme et séparatisme. Et ce week-end, j'ai répondu aux sollicitations des Guyancourtois qui m'avaient contacté. Je suis allée à leur rencontre avec les membres de mon équipe, de ma belle équipe. Et en fait, nous avons compris. Nous avons compris ce qui se passait en fait dans ce quartier, parce que ce projet, c'est très net, ce projet visiblement renforce un ressentiment. Il renforce un ressentiment parce que les habitants sont fondamentalement inquiets des troubles que l'afflux constant des voitures va engendrer en plein cœur d'un quartier, je le rappelle, qui est résidentiel. Il est vu aussi comme une menace à la tranquillité en raison des us et coutumes qui se déploient autour, qui vont s'exprimer autour de ce centre islamique. Et puis, ils savent aussi qu'il a une conséquence significative sur la valeur de leurs biens, de leurs maisons, et que s'ils veulent les revendre, eh bien cette valeur perdra 30 à 40% du prix du marché. Et certains, plus rares et non sans crainte, nous ont aussi décrit ce qu'on nous interdit pourtant d'appeler le grand remplacement, dont on comprend bien à travers cet exemple de la dévalorisation immobilière qu'il génère également le grand déclassement. Deux thématiques que nous avons portées, chers amis, dans la campagne d'Éric Zemmour, deux thématiques qui sont en fait deux manières de voir cette dépossession de notre pays que nous ne voulons tout simplement pas voir et contre laquelle nous ne pouvons pas rester les bras ballants. Alors pourquoi ? Pourquoi est-il si difficile, dans une campagne présidentielle, mais aussi dans une campagne législative, de penser et de dire ce grand remplacement? L'incapacité de nos dirigeants actuels, mais passés aussi, à contrer l'islamisation de la société découle directement de leur incapacité à penser la France comme un espace civilisationnel chrétien. Et donc pour lutter contre un islam hégémonique, eh bien, il faudrait d'abord prendre conscience de son mode opératoire. C'est un rapport sénatorial de 2020 qui le décrit très très bien et je le cite. « Peser sur la vie quotidienne et le rapport aux autres des Français de confession musulmane pour leur imposer des pratiques vestimentaires, alimentaires, rituelles, mais surtout une norme de comportement et de rapport entre les hommes et les femmes qui les séparent du reste de la population française. » Fin de citation. Et en fait, c'est ainsi que petit à petit, la société civile est islamisée, que le séparatisme prend forme et que nous nous retrouvons, souvenez-vous de cette expression du ministre Gérard Collomb quand il avait démissionné, non plus simplement côte à côte, mais face à face. Alors pourquoi les dirigeants, pourquoi nos dirigeants ferment-ils les yeux devant cette réalité? Ils sont paralysés par ailleurs par le mauvais usage qu'ils font de la laïcité. Cette loi, à l'origine, vous le savez, elle visait à protéger le pouvoir politique de l'influence de l'Église. Et puis petit à petit, elle s'est transformée en une loi de vacuité, en fait, qui a vidé la France de son héritage civilisationnel et culturel chrétien. Et la France aujourd'hui ne propose plus que des concepts vides dont on nous rabat les oreilles, tels que le dialogue, le vivre ensemble, la tolérance, et puis des concepts creux comme les valeurs de la République. Alors la République, c'est bien, mais ce n'est pas autre chose qu'un régime politique. Est-ce que nous avons entendu, par exemple, le Royaume-Uni en appeler au principe de la monarchie, ou bien la Suisse aux principes confédéraux? Évidemment, non. Ce n'est pas ainsi que nous réussirons à contrer la montée de la culture islamique dans ce qu'il est convenu d'appeler les territoires perdus de la République. Et vous savez bien que dans les Yvelines, il y en a. Alors, chers amis, il est urgent, dans cette campagne législative, de continuer à affirmer avec ardeur la nécessité de nous réapproprier et d'affirmer notre héritage culturel,
façonnée par notre tradition gréco-romaine et nos racines chrétiennes. Parce que le défi, il se joue précisément sur cette capacité que nous avons à mettre en lumière et à transmettre notre propre civilisation, notre propre culture. Cela n'implique évidemment pas de remettre en cause la loi de 1905, mais il faut rappeler qu'elle ne doit pas servir à effacer l'identité de la France, parce que si l'État est laïque, la France, elle ne l'est pas. C'est donc d'un sursaut culturel, civilisationnel, éducatif dont nous avons besoin. Parce que c'est en puisant dans notre histoire ce qui nous définit, ce qui fait de nous Français ce que nous sommes, que nous pourrons nous protéger. Notre mode de vie, je l'ai évoqué, nos traditions, notre manière de nous habiller, notre manière de nous comporter entre hommes et femmes, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous lisons, les monuments que nous contemplons, et Dieu sait s'il y en a ici à Versailles qui sont la trace de notre histoire. Alors oui, il faut le dire, il y a des coutumes venues d'ailleurs qui ne correspondent pas au mode de vie français et aux principes qui les inspirent. Mais est-il encore possible, chers amis, de parler de l'amour de la France dans un pays où on déboulonne les statues? Dans une Europe qui fait la promotion du hijab, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, pour célébrer la diversité à coups de slogan « La beauté est dans la diversité, comme la liberté est dans le hijab ». Alors vous savez, vouloir conserver et transmettre notre culture, c'est avant tout un état d'esprit. Ce n'est pas une idéologie, c'est un état d'esprit. C'est celui de ceux qui savent ce à quoi ils sont attachés, conscients qu'il est plus facile de détruire que de construire. Au point que fêter, comme nous nous y apprêtons ici, le 400e anniversaire de Molière et faire vivre l'art du théâtre en ce beau mois de Molière, jouer et faire aimer Lully, Rameau, Charpentier, transmettre l'art des jardins, et bien tout ça, chers amis, voilà des actes de résistance. Et à ceux venus d'ailleurs, qui souhaitent vivre chez nous comme nous et devenir nos concitoyens, nous avons le devoir de proposer de faire partie de cette histoire qui est la nôtre. Ils ont le devoir de recevoir ce cadeau. Cela porte un nom, c'est l'assimilation, c'est un beau projet, c'est celui de la paix. Et c'est donc une urgence vitale de refuser la soumission au multiculturalisme, ce mal-vivre ensemble qui nous dit au sommet de l'État qu'il n'y a pas de culture française. C'était il y a peu de temps. Donc seule une politique de l'enracinement permettra de répondre à l'instinct de conservation qui nous anime, un instinct de résistance et de courage que Céline a si bien décrit, qui appelle une volonté politique portée par un amour inconditionnel de la France. C'est cet appel qu'Éric Zemmour a entendu, et c'est avec courage et ardeur qu'il y a répondu. C'est cet appel que nos candidatures aux législatives font résonner, et encore une fois, merci à tous les candidats des Yvelines d'être là ce soir pour le dire et pour le porter. La question que nous allons nous poser ensemble, ici à Versailles, c'est quel candidat a le courage de s'emparer du dossier Guyon-Courtois et de dire non à l'islamisation de notre société. Pas le candidat LFI, évidemment. Le candidat En Marche, Charles Rodwell, il est aux ordres d'un président qui a définitivement choisi de mettre le camp du wokisme au pouvoir en nommant ministre de l'Éducation Papendiaï, lequel ne s'exprime que pour demander plus de diversité. Le candidat LR, Olivier de Laferre, il a voté, comme tous les autres conseillers départementaux yvelinois, l'accord avec En Marche aux élections départementales de 2021, qui a donné un tiers des cantons à En Marche, et donc, et ça il faut l'avoir en tête, les grands électeurs qui seront à même de faire basculer le Sénat la fois d'après. Alors à nous, chers amis, à chacun de nous, d'être les ambassadeurs de la reconquête, de Notre-Dame à Saint-Louis, de Clagny et Glatigny à Montreuil et Jussieu, jusqu'à Guyancourt, jusqu'à Montigny, pour notre identité et notre culture, pour l'instruction de nos enfants, pour une écologie réaliste, cohérente et humaine, pour notre fraternité abîmée par la déconstruction de la famille.
Ce sont ces priorités-là que je porte dans cette campagne pour que la France reste la France, pour vous et avec chacun de vous, et je vous en remercie.